Merci beaucoup, bonsoir à tous. Le spectacle va bientôt commencer, mais je dois d'abord vous dire trois choses. Tout d'abord, durant l'été, j'ai mis au point un jeu de mots extrêmement sophistiqué, d'une drôlerie féroce, qui provoque un rire quasiment incontrôlable, qui peut même aller jusqu'à vous déformer le visage et le rendre totalement inesthétique. À condition, bien sûr, d'avoir un visage suffisamment esthétique pour qu'il puisse devenir inesthétique. Sans compter les gens qui tombent à la renverse, ceux qui se tapent violemment la tête contre les cuisses, ou encore ceux qui se roulent par terre après avoir enlevé leurs vêtements. Cependant, j'ai pris la décision de conserver ce jeu de mots, en dépit de son caractère dangereusement hilarant. Et si vous pensez ne pas supporter une telle puissance comique, eh bien, il est préférable de quitter la salle. Je dois aussi vous dire que sur le programme du théâtre, il est indiqué que mon spectacle dure 1h10. Mais il s'agit d'une estimation approximative, puisqu'en réalité, sa durée peut varier de 40 minutes à 3h50, essentiellement en fonction de ma mémoire. Et enfin, dernière chose, durant l'été, j'ai mis au point un jeu de mots extrêmement sophistiqué, d'une drôlerie féroce, qui provoque un rire quasiment incontrôlable, mais il s'agit d'une estimation approximative, puisqu'en réalité, il est préférable de vous rouler par terre après avoir enlevé vos vêtements. Étant donné que le programme du théâtre peut vous déformer le visage et le rendre totalement inesthétique, j'ai pris la décision de quitter la salle pendant 1h10, essentiellement durant l'été. Oui, alors attention, n'essayez pas de le faire, hein, parce que c'est 15 ans de hip-hop, ça. Il y a des gens qui se sont blessés hier et jeudi, ils ont dit « Oh, regarde comme il fait », tu vois. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, évidemment, ce spectacle s'appelle Éco-responsable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben, ça veut dire qu'il va être question un petit peu d'écologie, hein, forcément. Il va être question un petit peu d'environnement, et tout. Mais si vous le permettez, et puis même si vous ne le permettez pas d'ailleurs, j'aimerais d'abord commencer par m'attaquer à un préjugé dont je suis trop souvent victime, puisque, en règle générale, quand j'arrive sur scène comme ça, la plupart des gens me regardent et se disent « Pfff, oh là là, regarde-moi ça, ce type-là, qu'est-ce qu'il est à l'aise !» Et c'est vrai que je suis obligé de faire le gars qui est à l'aise, parce que c'est mon métier qui veut ça. Hein, je n'y prends aucun plaisir, je vous rassure tout de suite. C'est juste que j'ai pas le choix. Voilà, c'est parce que c'est un engagement contractuel, c'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc dans mon contrat. Je ne sais plus comment c'est marqué d'ailleurs. Il est formellement stipulé en contrepartie des moyens. L'artiste s'engage, nanani nanana, gars qui est à l'aise. Mais c'est vrai que moi, dans la réalité, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. D'accord? Et d'ailleurs, ça m'a posé des tas de problèmes. Autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée. Enfin, non, au départ, dans ma vie professionnelle, en fait, pas trop, parce que si vous voulez, au départ, j'étais trop timide pour être comédien, donc j'avais pas vraiment de vie professionnelle. Voilà, donc c'est plus dans ma vie privée, en fait, au départ que... D'ailleurs, j'étais tellement timide, j'avais pas vraiment de vie privée non plus. Bon, donc ça posait pas tant de problèmes que ça. Disons simplement que j'étais heureux, mais je ne comprenais pas pourquoi. Alors je suis allé voir un psy. Les 10 premières séances, j'ai pas dit un mot. Hein. Enfin, mon psy, ça le dérangeait pas. Il en profitait pour ranger des trucs. Il passait des coups de fil à sa femme. Et puis, un jour, il a eu un empêchement. Il a dû partir plus tôt. Mais il m'a dit que je pouvais rester jusqu'à la fin. Ce qui ne m'arrangeait pas tellement d'ailleurs, hein, parce que moi aussi j'avais des trucs à faire ce jour-là. Bon, bien sûr, tout ça m'a coûté un petit peu d'argent. Hein, mais enfin, ça lui a quand même bien rendu service. Alors, vous voyez là, aujourd'hui, ça va mieux. Bon, je suis un peu plus à l'aise, j'arrive à prendre la parole en public, je suis vachement plus à l'aise avec les femmes. Mais
je reste encore quelqu'un de très timide avec les chiens. Avec les lapins, je suis plus détendu. Hein. Trop peut-être. Hein. C'est vrai qu'en face d'un Doberman, j'arrive pas à m'affirmer. Pourtant, j'ai des copains qui vont dire « Ah, il est mignon, lâche ma main, attention, ça saigne et tout. » Mais moi, je me sauve au courant tout de suite. Hein. Et je me souviens, quand j'étais gamin, mon père disait « Oui, bon, il a peur, mais enfin, il a 4 ans, ça va passer, machin, tout ça. » Et c'est vrai que là, maintenant, avec l'âge, ça commence à devenir un petit peu ridicule. Et comme j'aime pas trop ça, je me suis inscrit sur un site internet pour rencontrer des chiens. J'ai mis une photo de moi avec un paquet de croquettes, comme ça. Et puis j'ai rédigé un petit texte. Bon maître, voilà, très joueur, amateur de blagues sur les chats. On en rajoute un petit peu. Il faut reconnaître, c'est super efficace. Le lendemain, j'ai reçu un message pour rencontrer un berger allemand. C'est des gros chiens quand même. En plus, là, sur sa photo de profil, il est en train d'arracher la jambe du facteur. Puis bon, je me suis dit, allez, arrête, c'est ridicule, vas-y, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à boire un café en terrasse, avec une chèvre, évidemment, parce qu'il y en a qui trafiquent leurs photos, là, sur ces trucs-là. Alors, je l'emmène au parc, là, je balance la balle, et la bouge pas, elle est là, comme ça, là. Elle est en train de mâcher de l'herbe. Puis alors, j'ai rien contre les chèvres, mais alors, en cas de cambriolage, c'est quand même beaucoup moins dissuasif qu'un berger allemand. Les voleurs vont pas faire, allez, viens, je te dis qu'il y a personne. Je sais pas, t'es sûr qu'il n'y a pas une chèvre à l'intérieur? Donc je me suis fait tirer ma télé, mon ordinateur. Bon, par contre, j'ai du fromage de chèvre plein de frigo. Ça, c'est... D'ailleurs, je peux vous en envoyer, il y a un livre d'or à la sortie, si vous pouvez laisser vos adresses e-mail si vous voulez. Je peux vous expédier des cartons de crottin de Chavignol pour ceux que ça intéresse. Alors maintenant, j'aimerais m'attaquer à un deuxième préjugé. Parce que je me suis aperçu qu'aujourd'hui encore, en 2017, il y a beaucoup de gens pour qui s'intéresser à l'écologie, ça revient un petit peu à être obligé de bouffer des graines, se laver avec une rondelle de citron et se torcher avec des feuilles de laitue. Mais c'est complètement faux. D'abord, on peut très bien le faire avec de la Batavia. C'est sûr, avec de la roquette, c'est plus compliqué, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut tout à fait s'intéresser à l'écologie sans être obligé de vivre comme Tarzan ou Cécile Duflot. Bon, moi, c'est surtout la question de l'environnement qui m'intéresse, d'accord? Alors, l'environnement, il y a plein de gens qui n'ont pas bien compris ce que c'était. Ils ont l'impression que c'est tout ce qui est vert, c'est la pelouse, les salades, les arbres, c'est beaucoup plus large que ça. L'environnement, c'est tout simplement le monde qui nous entoure. Et pour bien comprendre le monde qui nous entoure, il faut avoir un minimum de connaissances de l'histoire de l'humanité. Donc d'abord, les dinosaures. C'est essentiellement ça, il ne s'est pas passé grand-chose d'autre. Puis, l'Empire romain. Et son déclin. Et enfin, la fameuse guerre des chefs à l'UMP, ce qui nous amène directement dans cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec cette question qui reste en suspens, où donc qu'on va? Et c'est une question très angoissante. C'est une question très angoissante à laquelle on peut avoir différentes réponses. En fonction qu'on interroge Éric Zemmour ou mon beau-frère. Mais enfin, grosso modo, les réponses vont de « on va dans le mur » jusqu'à « on va prendre l'apéro chez le cousin à ma femme ». Et tout ça n'est pas très rassurant. De toute façon, moi, il n'en faut pas beaucoup pour m'inquiéter. Je ne suis pas quelqu'un de très rassuré. Non, pas trop. Je sais pas, parce que je me pose plein de questions auxquelles j'arrive pas à répondre la plupart du temps. Et puis je suis plein de contradictions, j'aime bien les grandes idées de gauche, mais je veux avoir un salaire de droite. J'adore manger, mais j'ai pas du tout envie de grossir. Je me sens très concerné par l'écologie, mais j'ai aussi une addiction pour les produits Apple et les hamburgers industriels. Enfin bref, voilà quoi. Je suis quelqu'un de complexe, avec des contradictions, avec en fait, voilà, si vous voulez, en fait, voilà, c'est un petit peu comme s'il y avait plusieurs personnes à l'intérieur de moi, comme si j'abritais un genre de colocation, si vous voulez. Ça ne me rapporte aucun loyer, c'est une image, quoi. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'à une époque, je m'exprimais directement à la première personne du pluriel. C'est-à-dire, je disais pas « j'ai envie de pisser », mais « nous allons aux toilettes ». Directement, mais ça m'a attiré des ennuis, donc finalement, on a décidé d'un commun accord de dire « je ». Enfin, quand je dis « je veux parler de nous, évidemment. Ah oui, autre contradiction dont je dois vous faire part, je suis quelqu'un d'excessivement pudique
Et pourtant, j'ai décidé de vous avouer un de mes fantasmes. Mais vous me promettez, vous ne me jugez pas. Non, parce que, d'une part, c'est un truc, je ne l'ai jamais dit à personne. Et d'autre part, je vous préviens tout de suite, c'est dégueulasse. Bon, ok. On y va. On en a tous, hein, de toute façon. Bon, bah voilà, je sais pas pourquoi, mais depuis un moment, là, j'ai hyper envie de devenir chef d'entreprise. Enfin, si, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que j'adorerais avoir une secrétaire. Et ça m'a toujours un peu excité de pouvoir dire à une femme « Où qu'est le dossier rouge ?» Ou alors « Bon, je descends en fourniture, il me faut des intercalaires. » Je trouve que le vocabulaire du monde de l'entreprise est quelque chose de super efficace avec les femmes. Et puis, je sais pas, mais moi, si j'avais le choix entre me marier ou avoir une secrétaire, je veux dire, je préfère de loin créer un emploi. Hein. Mais non, mais c'est beaucoup plus pratique, parce que quelqu'un qui est marié, bon, sa femme, elle lui dit, bon, viens, samedi, c'est les soldes, on va faire du shopping, machin. Il dit, bah, je peux pas, j'ai du boulot, je dois finir un truc. Elle le prend pas au sérieux. Quoi, tu bosses, mais c'est samedi, mais qu'est-ce que t'as à faire, machin, patati, patata. Alors qu'une secrétaire, on peut très bien lui dire, non, je peux pas, j'ai une conférence au salon de la poignée de porte. Bon, là, c'est très clair que c'est de la flûte, mais ça passe comme une lettre à la poste. Et si on veut pas répondre au téléphone, elle prend les appels à notre place. C'est votre femme, elle perd les os, elle est sur le point d'accoucher. Ouais, je peux pas là. Je suis en conf call avec le mec du benchmarking. Dites-lui que je rappelle à Zap. Très bien. Alors, en revanche, c'est très important de toujours utiliser le vocabulaire du monde de l'entreprise. Parce que ça donne l'impression que tout ce qu'on fait est super important, même si on vend des crêpes. Bon les gars, j'ai pas eu le feedback sur la compote, mais on fait un point sur la pâte à tartiner. Solange, un cours sans sucre, s'il vous plaît. Donc pour la nouvelle formule enrichie en noisettes, au niveau du marketing, il faut cibler des écureuils. Bernard, toi qui as un cochon d'Inde, est-ce que tu auras un contact avec des rongeurs? Ouais, bon bah tu nous organises un déj à Zap. À Zap, as soon as possible, crétin. Bon, Solange, où donc il est mon café là? C'est drôle, hein, qu'elle s'appelle Solange. Alors, ça, c'est le même jargon dans toutes les entreprises, que ce soit une boîte qui vend des chips ou des fusils d'assaut. Hein. Parce que de toute façon, aujourd'hui, les deux appartiennent au même fonds d'investissement, donc ils ont le même vocabulaire, les mêmes méthodes de travail, et aussi les mêmes chargés de clientèle, qui s'appellent Christophe, en règle générale, et qui appellent leurs clients, sont toujours très enjoués, sont là « Bonjour, je suis Christophe, de chez Chipster & Guns Investissement. J'aimerais savoir si vous êtes satisfait des chips goût hamburger et des nouveaux missiles à tête chercheuse. Est-ce que vous diriez qu'ils sont performants, trop salés, d'une précision redoutable? Et surtout, est-ce que vous seriez intéressé par des missiles goût barbecue? Mais attention, Christophe ne fait pas que ça parce qu'il faut être polyvalent. En entreprise, c'est le maître mot aujourd'hui. Parce qu'à tout moment, son N+1 peut débouler comme ça. Christophe! Non, pas toi, toi! Eh ben, tu laisses tomber les coups de fil, tu vas refaire le crépi du bâtiment, parce qu'attention. Ah non, mais c'est pas de la polyvalence en carton, hein. Il faut des compétences très larges. C'est télémarketing, crépi, bam, pas d'histoire. Et là, attention, je vous prends un exemple. C'est la grosse boîte hein, qui fait des chips, des kalachnikovs. C'est un peu la World Company. Mais ça touche aussi les PME. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoutez, pas très loin de chez moi, il y a un Gugus qui vient d'ouvrir un établissement spécialisé dans la restauration chinoise, pourquoi pas, et les massages californiens. Je ne sais pas si vous voyez le genre d'établissement dont je veux parler. Il y a souvent un chat en vitrine qui fait coucou là, comme ça. Une espèce de cloche autour du cou, une carte du pied sur la vitrine. Pas mal de poussière autour, parce qu'au niveau des normes d'hygiène, je crois qu'ils sont obligés de s'aligner sur les toilettes de la gare du Nord. Ah, donc bon, c'est pas cher, mais c'est tout. Hein. En plus, on va pas se mentir, il paraît que les masseuses, là, il paraît que c'est des... Eh ben, il paraît que c'est des... Pareil que c'est... Non mais, c'est un copain qui m'a dit, oui, oui, je vous fais un massage. Oui. Est-ce qu'il y a des prostituées dans la salle, c'est ça?
Ah, mais il y a vraiment des catégories de la population qui ne viennent pas au théâtre, c'est inquiétant. Hein. Écoutez, tout ce dont je me souviens, je sais plus, ça devait être il y a un mois, un truc comme ça. Je voulais aller à la bibliothèque. Je voulais aller à la bibliothèque pour relire Balzac. Mais c'était fermé. C'était fermé parce que je sais pas quoi, ils refaisaient la peinture, l'électricité, bon, j'en sais rien. Alors dans mon quartier, la bibliothèque est juste à côté du salon de massage. Hein. Mais je vous dis, la bibliothèque était fermée parce que je faisais des travaux, des machins. Ah non, c'est pas. Oui, non, c'est pas ça. C'est parce qu'il était minuit et demi. Voilà, c'est ça. Ça me revient. Donc, je me suis dit, bon bah tiens, allons voir quoi. Parce que c'était encore ouvert. Hein. Ah, ça ferme très tard. Hein. Ils sont pas du tout aux 35 heures là-dedans. Et puis alors, je peux vous dire que ça se voit parce que les masseuses, les pauvres, elles ont l'air exténuées. Elles sont toutes blanches, elles ont les yeux de travers comme ça. Oui, alors, je dis masseuses parce qu'en fin de compte, c'est pas du tout des... Enfin, je veux dire, elles ne ressemblent pas du tout. Je sais à quoi ça ressemble, hein, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu à la télé. Hein, elles ont des talons de 20 cm, un porte-jartel, du rouge à lèvres, un chewing-gum, un air assez vulgaire quand même, hein, en général. Hey, tu montes, mon chéri! Bon, bah voilà, bah, c'était pas du tout ça. Eh ben, c'était pas du tout ça. Il y avait qu'une seule fille. Elle n'était pas maquillée. Elle était en claquettes. J'avais l'impression qu'elle venait de se lever, mais qu'elle n'avait pas encore pris sa douche. Et elle commence à m'expliquer les différents massages. En train de manger une tartine, une banane, un pain au chocolat. Je sais pas ce que c'était, en tout cas, c'était pas très propre. Et du coup, j'ai plus très envie et j'essaie de l'embrouiller. Je lui dis, mais oh, attendez, ça dure combien de temps? Parce que je suis un peu pressé. Bon, ben, je repasserai quand il y aura moins de mouches. Et là, elle me sort cette phrase. Elle me sort cette phrase incroyable. Elle me dit, non, mais je peux vous faire le menu soleil levant. C'est rouleau de printemps, massage de la prostate et une boule coco. Bon, alors là, je lui écoutais, le prenait pas mal, mais alors moi, je suis pas du tout boule coco, donc comment on fait? Je peux avoir un égo à sésame ou pas? Eh ben, le pire, c'est qu'elle m'a dit non, je suis désolé, c'est pas dans la formule. C'est pas dans la formule. Ta sœur, elle est dans la formule. Bah, je suis pas boule coco, je suis pas boule coco. Elle est quand même pas m'obliger à bouffer ces saloperies, là. Attendez. On est quand même en train de parler d'un truc qui va aller à l'intérieur de moi. Bah, je suis désolé, mais c'est que j'ai quand même le droit de garder un regard sur les choses qui vont... C'est hyper important de garder le contrôle sur tous les trucs qui vont à l'intérieur de nous. Peu importe d'ailleurs l'endroit... De toute façon, je vais vous dire un truc. Moi, je ne mange plus que des trucs bio. Voilà, je mange plus que du bio, j'ai plus du tout confiance là, dans toute l'industrie agroalimentaire, machin truc. Parce qu'en plus, là, j'ai vu un documentaire à la télévision sur le tilapia. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la télévision? Bon, le tilapia, je vous le dis, c'est un poisson. C'est vrai qu'il faut le savoir, hein. Moi je ne savais pas avant de voir ce truc-là, j'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, le mot tilapia, ça fait davantage penser à une maladie qui fait mal au ventre ou Tu verras, le Pérou c'est super, mais pense bien à faire ton vaccin contre le tilapia. Hein. Bon. En fait, pas du tout. En fait, c'est un poisson qui a une particularité parce que là-haut, là, dans les nuages, gobe. Vous connaissez gobe? Gobe! Gobe, le barbu là avec la toge. Bon, Gobe, celui qui a créé The World. The World. C'est le merdier là dans lequel on est. Donc Gobe, quand il a créé The World, c'était un lundi je crois ou je sais plus quoi, il s'est dit bon tiens on va mettre des poissons. Donc j'étais chez lui, il avait un seau avec des poissons comme ça, et il a mis tout ce qu'il avait, il avait des tilapias, il en avait 7, donc il a mis les 7. Et au début, si vous voulez, c'était des poissons ils restaient entre eux, ils étaient entre poissons de la même espèce. Mais le mais est écrit en police 34 sur mon texte, hein, c'est pour ça. Faut que je corrige parce que je me bousille la voix tous les soirs, c'est un cauchemar. Au fur et à mesure des siècles et de l'évolution des espèces, c'est des poissons qui se sont mis à côtoyer de plus en plus fréquemment du riz basmati et des petits légumes. Pourquoi? Alors, eh bien tout simplement parce que c'est un des poissons les plus consommés dans le monde. On n'en entend pas beaucoup parler comme ça, mais c'est un des poissons les plus consommés au monde. Pourquoi? Parce que c'est très bon marché, ça coûte pas cher. Et pourquoi ça ne coûte pas cher? Eh bien tout simplement parce que les élevages ne sont pas très feng shui.
Vous avez déjà vu les élevages de poulets en batterie? C'est les trucs là, il y a 2000 poulets dans 5 mètres carrés, c'est répugnant. Enfin, c'est répugnant, mais pour un tilapia, ça s'appelle le Club Med. Alors, c'est des poissons qui sont originaires d'Afrique, mais qu'on élève en Chine. Parce que bon, en Afrique, il n'y a pas énormément de normes d'hygiène, alors qu'en Chine, il n'y en a pas du tout. Et en fait, ça rend l'élevage plus économique. Donc c'est pas un poisson d'eau de mer ni un poisson d'eau douce, c'est ce qu'on appelle un poisson d'eau sale. C'est un nouveau genre de poisson. Ils sont élevés dans des... C'est pas vraiment des pédiluves, hein, mais enfin... Ah, c'est pas vraiment autre chose hein, non plus. Hein. C'est des, je sais pas, des flaques, des marches, je sais pas comment on va appeler ça. Honnêtement, quand on les voit, on se dit mais c'est sale, il doit y avoir des rats là-dedans. Bon, en fait, non, hein, il y en a pas. Les rats sont partis, ils préfèrent vivre dans les égouts. D'ailleurs, on les voit hein, dans le documentaire qui se barrent sur le bord de la route comme ça avec leurs valises. Ah, on peut plus, c'est dégueulasse, là, il faut refaire toute l'isolation, évidemment pour 30 000 €. Donc là, je pense qu'il doit y avoir un trucage hein, sur les paroles. Les rats sont partis, mais en revanche, tous les autres animaux du coin, poules, canards, cochons, etc., viennent... Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils disent déjà Ah oui, voilà. Viennent chier dans la mare. Alors, pardon si le vocabulaire vous semble un petit peu technique. Et à ce moment-là, il y a le journaliste, le mec qui fait le reportage, qui commence à s'inquiéter des conditions d'hygiène de l'élevage. Ouh, il était temps! Et donc, il va voir notre ami l'éleveur de poissons. Enfin, attention, je dis éleveur de poissons. Parce que là, il faut lui donner un nom hein, dans l'histoire, mais enfin, il ressemble beaucoup plus à un clochard qui faisait la manche devant la gare, à qui on aurait dit, bon allez, ton chien est mort, ton copain est sous, viens avec nous, tu t'occupes de ça, on te filera un sandwich. Ce qui n'est pas très sympa, hein, parce que le pauvre, il a plus de dents, donc il pourra pas le manger, le sandwich. Mais bon, visiblement, il veut quand même un sandwich, donc il est là. Et il est honnête, il faut lui reconnaître ça, il l'avoue tout de suite. Hein. Il dit oui, bon bah c'est vrai que c'est dégueulasse. Enfin, il dit oui, on ferait que c'est dégueulasse, mais n'inquiétez pas, on n'est pas en chaotique. Ce qui veut dire, c'est dégueulasse, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on leur donne plein d'antibiotiques. Hein, c'est rassurant ça. Donc là, il va chercher un seau comme ça, il met un masque à gaz sur son visage, parce que c'est un antibiotique pour le poisson. Pour l'homme, c'est une arme chimique. Et il commence à déverser en très grande quantité un produit dont on ne saura jamais le nom, ce qui ne change rien à l'état de forme des poissons qui sont très calmes. Alors, ils font la planche, mais sur le ventre. À un moment, il y a un gros plan sur un poisson, il est comme ça, il a de la bave qui coule sur le côté. Voilà. Mais là encore, l'autre ne se démonte pas, il explique que c'est très avantageux, puisqu'il dit qu'il n'y a plus besoin de canne à pêche. Il dit que c'est des poissons qu'on peut ramasser directement à la main, comme ça, un peu comme une salade. Enfin, ça ressemble plus à des chaussettes quand même. Alors ensuite, il y a une ellipse après. Il y a une ellipse parce que bon, si vous voulez, ils ont jugé que c'était pas nécessaire de montrer le conditionnement et l'expédition en Europe. Tu m'étonnes! Et donc là, on se retrouve à Paris avec un type dont le métier, c'est de vendre du poisson dans un restaurant. VRP en poisson, voilà. Donc pour l'instant, le poisson, il a fait Afrique, Chine, Paris, il est frais, tout va bien. Et on est avec ce mec, très sérieux, hein, costume, cravate, valise, dans laquelle j'imagine qu'il doit y avoir du carrelage, de la moquette et du tilapia. Et il montre ça au restaurateur. Enfin, au restaurateur. Au mec qui tient le restaurant. Qui, je pense, a fait fortune dans le prêt-à-porter, qui avait un peu d'argent sur une assurance vie, il a vu que c'était la mode des sushis, il a racheté un pressing, il a refait la déco, il a appelé ça le Palais de Tokyo. Mais on voit qu'il n'y connaît rien. Et il ne demande pas d'où vient le poisson. D'ailleurs, je pense qu'il pense que le poisson vient de la valise du mec. Et ça lui va très bien. Il est très à l'aise avec ça. Il y a un truc sur lequel il ne plaisante pas, et alors là, il déconne vraiment pas, il veut savoir si ça veut être joli à présenter. Et l'autre comprend que c'est important, lui dit bon, d'abord, il faut savoir que c'est un poisson qui existe en plusieurs couleurs. Alors, évidemment, là, il est un peu clair parce qu'on est sur la collection printemps-été, mais je peux vous mettre du rouge, si vous voulez. Et il discute un moment, comme ça, vous le faites en 36, oui, voilà, bon, je vais peut-être l'essayer. Il goûte quand même au bout d'un moment, il trouve que ça n'a pas de goût, mais il le prend quand même, parce qu'il dit que ça peut être servi aussi bien en entrée, en plat ou en dessert. Et c'est vrai que si un jour, vous avez l'occasion de manger du tilapia, il faut faire très attention à ce qu'il y ait un accompagnement, sinon on t'en mangeait du polystyrène. Bah, vu comme ils sont élevés, c'est plus très nourrissant, quoi. C'est-à-dire il y a à peu près autant de vitamines que dans un paquet de fraises Tagada. Et en termes de protéines, c'est l'équivalent d'un verre d'eau. Hein. C'est pas... Si vous faites du sport, c'est mieux de manger un pain au chocolat. C'est plus... Bah, après, attention, hein, là, moi, je suis médisant parce que c'est un sketch. Mais il paraît que c'est excellent pour les géraniums. Ah ouais, non, parce que c'est un formidable engrais et ça coûte beaucoup moins cher que du fumier.
Ouais, donc ce que je voulais vous dire en fait... Alors ça, il faut une assurance, hein. Le faites pas surtout si vous n'êtes pas assuré. Non, non, c'est vrai. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que moi, quand il y a quelque chose que je connais pas comme ça, je vais voir dans le dictionnaire. Vous savez, le dictionnaire, c'est ce livre épais là qu'avaient nos parents. Et dans le dictionnaire, déjà, il y a un indice, parce que si vous regardez par exemple la sardine, je sais pas, mettons, c'est jeudi, vous êtes chez vous, il pleut, il n'y a rien à la télé, vous vous ennuyez un peu. Oui, bah tiens, je vais regarder la sardine, hein, on le fait parfois. Eh bien, sardine, c'est très clair. Sardine, c'est très clair, c'est écrit poisson originaire de Sardaigne. Voilà. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle une sardine, j'ai appris un truc. Tilapia, c'est marqué nom vernaculaire ambigu, désignant certains poissons de la famille des Cichlidae. Donc déjà, nom vernaculaire ambigu, même avec un très bon gratin de courgettes, ça fait pas très envie. Cichlidae, j'ai regardé dans le dictionnaire, il y a un point d'interrogation en face, personne ne sait ce que c'est. Et alors, certains poissons, c'est quand même très flou pour une définition du dictionnaire. Parce qu'en plus, il précise que leur taille peut varier de 5 à 50 cm. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tolérance de 45 cm. Un peu comme si on disait à quelqu'un, vous chaussez du combien? 32 ou 57, d'accord, on va voir. Donc je pense que tout ce qu'ils trouvent dans l'eau, ils savent pas ce que c'est, ils appellent ça du tilapia. À mon avis, c'est ça l'idée. On le met aussi, ça, patron? Ouais, c'est bon, tu le mets dedans. Mais c'est du bois, c'est pas grave, ça fait entre 5 et 5 ans. Ouais, c'est bon, ça, hop. Eh ben, c'est du tilapia, mais en bois, voilà, c'est comme ça. Il y a plusieurs modèles, c'est... Donc c'est pour ça, maintenant, quand je vais faire les commissions, j'essaie de comprendre d'où donc viennent les affaires. Hein, comment qu'elles sont arrivées jusqu'à moi? D'où qu'ils viennent les œufs? Où donc qu'elles ont poussé les pommes? Alors, concrètement, ça revient beaucoup à aller dans des coopératives biologiques, parce que bon, bah, c'est quand même là qu'il y a un peu le plus de traçabilité sur les produits. Et en général, quand je dis ça, j'ai tout de suite une armée de détracteurs qui s'empressent de me dire « Oh oui, mais tu sais, le bio, c'est... on ne veut rien dire. » Ça ne veut rien dire pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait au minimum un sujet, un verbe et un complément. Voilà, ça s'appelle la langue française. Après, je reconnais qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages! Attendez, moi je le vois, hein, je mange bio, j'avale moins de gluten, moins de saloperie, je digère mieux, je me sens mieux, il n'y a pas photo. Après, bon, bah, je reconnais que c'est cher. Ah, je le vois, je deviens radin, moi. Ah, maintenant, quand j'ai des potes qui passent à la maison, qu'il y en a un qui me dit « Ouais, je peux te prendre une pomme ?» Non. Voilà. Bah, chacun ses pommes, voilà, c'est tout. Hein. On va être bientôt 10 milliards, je peux pas filer les pommes à tout le monde. Hein. Tu veux une pomme? Bah, t'as qu'à t'en acheter. Et je me suis surpris l'autre jour à rappeler un pote. Bon, j'aime pas utiliser mon forfait, mais... Et je lui dis, écoute, je dis pas que c'est toi, mais n'empêche que depuis que vous êtes parti, il manque un yaourt. Voilà, donc... Mais c'est plus par rapport à mes parents que c'est un souci. Parce que mes parents, eux, ils croient pas du tout à l'écologie. Hein. Mais alors là, pour eux, quand il y a une considération environnementale sur un truc, c'est une arnaque. C'est fait pour vendre plus cher, les bobos, enfin bon, je vous passe le discours. Et parfois, je sais pas ce qui me prend, j'essaye de discuter avec eux. Alors, il ne faut jamais faire ça. C'est inutile. On ne changera jamais la façon de penser des gens qui sont plus âgés que nous. Il faut essayer avec les plus jeunes, les plus vieux, c'est terminé. Voilà, il faut vraiment essayer de se consoler en se disant qu'a priori, ils mourront avant nous. Mais c'est pas sûr non plus. Mais donc, j'essaie de discuter avec eux. Et alors là, ils me sortent toujours des arguments. Je ne sais pas si on peut appeler ça des arguments d'ailleurs. C'est toujours des trucs, oui, mais réfléchis, si un champ qui est bio, parce qu'il y a beaucoup de si, hein, vous allez voir, il est à côté d'un champ qui n'est pas bio. Le jour où ils mettent les pesticides, s'il y a du vent, ça va partout. Suivi de cet exemple qui est magnifique. De toute façon, je vais dire un truc, hein, c'est comme Tchernobyl, ça ne s'arrête pas à la frontière. Parce qu'ils ont toujours des exemples comme ça qui sont très documentés. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est incomparable avec Tchernobyl. Hein. Vous en parlerez avec un chimiste, il vous expliquera ça mieux que moi, mais bon, je veux dire, pulvériser des pesticides sur un champ de patates et une fuite d'uranium, c'est incomparable. Enfin bon, quand bien même, cet argument ne tient pas la route si on regarde un petit peu plus loin que le bout de son nez. Mettez-vous 2 secondes à la place d'un agriculteur qui utilise des pesticides.
ce type doit payer quand même son produit assez cher. Hein, parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, chez Monsanto, j'ai du mal à les imaginer désintéressés par l'argent. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils font ça pour le kiff. On ne sait pas. Ce brave type, il va peut-être se dire, tiens, aujourd'hui il y a du vent, si je pulvérise ma saloperie, tout va se volatiliser. Après, attention, il existe peut-être des agriculteurs moins malins qui se disent, ah bah tiens, il pleut, je vais aller arroser. Mais bon, ça revient un peu à les prendre pour des cons, c'est pas très sympa. Mettons, lui, dans l'exemple, c'est un agriculteur intelligent, d'accord? Il a refusé de faire l'amour et dans le pré, il est vif. Il voit qu'il y a du vent, il voit que ça souffle, il se dit pas bon, si je pulvérise ma saloperie tout de suite, tout va se volatiliser. Bon, j'attends. Le lundi, il y a trop de vent. Le mardi, bon, en général, quand il y a du vent le lundi, il y a du vent le mardi. Hein, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais la météo. Le mardi, ça souffle encore trop, donc il attend. Trop de vent. Le mercredi, pas de bol, il y a encore du vent. Le jeudi, il y a du vent. Le vendredi, il n'en peut plus. Le vendredi, il est chez lui, il n'est pas sorti de la semaine. C'est un agriculteur, hein, il a des crédits sur le dos, il pense à sa compétitivité, il se dit mais je perds du temps, là j'en peux plus. Il regarde par la fenêtre, ça souffle, il y a des lapins qui sont accrochés aux arbres comme ça, qui essayent de se tenir. Il se dit tant pis, il y a du vent mais tant pis, j'y vais. Il sort, il met son anorak, ses bottes, bim, il sort, il rentre, il met son pantalon, bam, il ressort, fout des pesticides partout comme ça, bah, comme un cochon. C'est dégueulasse, hein, il y en a partout. Il arrive au bout de son champ. Bon déjà là on n'a pas de bol, il y a un mec qui a collé un champ bio juste à côté. Il n'y a même pas un grillage, pas un fossé, rien du tout. Que va-t-il se passer? Bon, eh ben, sur les dernières rangées de culture, il va y avoir quelques gouttes de pesticides qui vont passer sur les premières rangées du champ d'après. Voilà, c'est tout. Il y en aura toujours moins que sur l'autre. Et puis de toute façon, moi, je m'en fous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je m'en fous parce que si je vais faire mes courses dans des coopératives biologiques, bon, bien sûr, c'est pour essayer d'avaler moins de saloperies. Mais c'est surtout en réalité pour soutenir l'agriculteur du champ d'à côté qui, lui, a fait la démarche de ne pas déverser une quantité supplémentaire de pesticides dans la nature et qui donc contribue à ne pas polluer davantage les sols, les nappes phréatiques et tutti quanti. J'adore dire tutti quanti. Mais alors ça, cet argument-là, ça ne convainc pas du tout mes parents. Pas du tout, parce que eux, en fait, si vous voulez, ils se sont épanouis pendant les 30 Glorieuses. Je ne sais pas, vous vous souvenez de ça, les 30 Glorieuses? Ouais, c'est un truc, moi, les 30 Glorieuses, bon, grosso modo, néolithique, Moyen-Âge, Renaissance, 30 Glorieuses. Voilà. Alors moi, ma génération n'a pas connu ça, c'était un truc de dingue, il n'y avait pas de chômage. Il n'y avait pas de chômage, il y avait un taux de croissance indécent comme ça, tous les ans, et c'est là où ils ont inventé les supermarchés. Ça n'existait pas avant, donc eux, ils découvraient, ils étaient comme des oufs, quoi. Ils arrivaient, ils disaient, oh regarde, un grille-pain, un aspirateur de céréales, une poêle des formidable, et ils repartaient comme ça avec un caddie qui était rempli de victuailles, il y avait des paquets de 50 yaourts, ils passaient à la caisse, c'était hyper bien fait, derrière les caisses, il y avait une galerie marchande avec un coiffeur, un bureau de tabac, une brasserie, là, ils prenaient un boudin avec des frites et un pichet de Côte-du-Rhône, et ils repartaient, et à la sortie du parking, avec la voiture, il y avait une station-service, c'était très bien étudié, ils faisaient un plein, ils mettaient 235 litres de gasoil dans la voiture, et ils repartaient comme ça, réservoir plein, estomac plein, coffre plein. C'était une autre époque, il n'y avait pas de permis à points, pas de limitation de vitesse. Donc ils repartaient, ils avaient 3 grammes dans chaque bras. Pas de ceinture, 120 en ville, une clope dans la bagnole, les gamins derrière. Et ils ont cru que c'était ça la vie, quoi. Ils se sont dit... C'est la modernité, c'est comme ça maintenant. En fait, si vous voulez, mes parents, eux, ils avaient une colocation de 2 personnes en eux. Il y avait un citoyen qui était là, enfin au départ d'ailleurs il était tout seul, hein, et puis il était un peu vieillissant, hein, il datait de la Révolution quand même, donc il avait un peu mal au dos. Et tout d'un coup, il y a un consommateur qui est arrivé, et le consommateur a viré le citoyen. Eh, dégage, tu nous fais chier là le vieux. Allez, ça va bien là maintenant, tu dégages, tu reviens boire un café tous les 7 ans quand il faut aller voter, voilà, mais c'est tout. Entre les deux, tu nous fais pas chier. Et le consommateur a pris le pouvoir. Donc, cet argument-là de la consommation responsable, ça ne leur parle, mais pas du tout. Deuxième phrase. Est-ce que tu peux être naïf, mon pauvre, hein? Ah, toi, tu crois que c'est bio, t'es machin, parce que c'est écrit bio sur le paquet, donc voilà. Mais est-ce que tu peux être naïf? Ben, on ne peut pas savoir.
Ben bien sûr que non, on peut pas savoir. Je te dis, mais qu'il est naïf, mais c'est pas possible d'être naïf comme ça. Eh ben regarde les lasagnes. Les lasagnes. Oh, tu t'intéresses à l'actualité quand même. Oui, l'actualité d'il y a 5 ans, mais enfin d'accord quand même. Bon bah les lasagnes, tout le monde croyait que c'était du bœuf, alors qu'en fait c'était du cheval, hein, parce qu'ils ont toujours des exemples très documentés, hein, comme ça. Alors d'ailleurs, moi j'ai une théorie sur cette histoire de lasagne, qui pour le coup n'était pas bio. Je pense qu'il ne faut pas manger des plats tout préparés. Voilà, parce que c'est vendu au balai dans du plastique. Et je sais que ça fait très écolo de dire ça, mais le plastique, c'est vraiment très difficile à digérer. Alors ça, argument humoristique, pas du tout convaincant pour mes parents. 3e phrase. De toute façon, je vais te dire un truc, c'est pas parce que tu manges bio que tu vivras plus longtemps. Qui bizarrement n'est pas suivi d'un exemple, mais d'un petit sourire satisfait, comme ça, comme s'ils avaient gagné une Twingo. Ils sont contents quand c'est il est bien mouché le gamin. J'ai dit c'est pas parce qu'il mange bio qu'il vivra plus longtemps. Bing! À nous la Twingo! Ils sont heureux quand ils nous la sortent cette phrase, parce que c'est un peu l'argument ultime hein, des gens qui ne croient pas à l'écologie. Et d'ailleurs, je pense que s'ils sont si heureux de la sortir, cette phrase, c'est parce que dans cette petite conversation là que je viens d'avoir avec eux, eh bien, c'est la première fois qu'ils disent quelque chose de vrai. C'est vrai. C'est pas parce qu'on mange bio qu'on vivra plus longtemps. C'est incontestable. Enfin, si on s'intéresse un tout petit peu à l'écologie, c'est pas du tout pour ça qu'on le fait. Et je vais même me permettre d'aller un petit peu plus loin. Si on prend en compte le vieillissement de la population et les difficultés pour financer les retraites, c'est même une bonne nouvelle. Et donc, en général, la conversation s'arrête là. Parce qu'après, ils n'ont plus d'arguments. Alors, mon père, qui est d'une mauvaise foi incroyable, descend dans la cave pour voir s'il ne reste pas des arguments dans un carton. Donc, bon, il remonte avec des affaires de ski, hein, la plupart du temps, je veux dire. Quand il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus d'arguments. Voilà, il faut l'admettre. C'est là où ça devient intéressant, d'ailleurs, de discuter, en général. En fait, si vous voulez, les arguments, c'est un petit peu comme la couche d'ozone, quoi. Quand il n'y en a plus, on ne peut pas dire « mais il ne reste pas une couche d'ozone dans le garage à Jean-Claude ». Non, voilà, il n'y a plus de couche d'ozone. C'est comme les gens qui disent « mais tu te rends compte, il paraît que bientôt, il n'y aura plus de pandas, on ne peut pas en racheter ». Non, voilà. On ne peut pas racheter des pandas. On peut acheter une Fiat Panda éventuellement, mais on ne peut pas… Oui, mais il paraît qu'il n'y a plus de saison non plus. Ben non, il n'y en a plus. Voilà, il y en avait 4, on a tout mangé, c'est fini, il n'y en a plus. Voilà. On peut racheter, moi j'en sais rien, des yaourts. Voilà, ça on peut en racheter. Les yaourts, il y en a plein. Il y en a trop d'ailleurs, c'est insupportable. C'est infernal, écoutez, il y a des yaourts à tout, enfin. Il y a des yaourts à des fruits qui existent en yaourt, qui n'existent pas en fruits. C'est insupportable, enfin. Non, mais si vous voulez, moi, je suis obligé de faire attention à ce que je mange parce que j'ai pas un estomac un peu fragile. C'est pas un estomac de très bonne qualité, quoi. Disons que j'ai une bonne vue, mais l'estomac, c'est pas… ça serait une voiture, bon, bah, ce serait une Dacia, quoi. Non, puis surtout, je suis très documentaire. Et j'ai vu un autre documentaire à la télévision, mais attention, c'est sur Arte. Hein. C'est très sérieux, c'est des Allemands et tout. En plus, c'est des scientifiques, là, dans ce documentaire-là, c'est des scientifiques. Hein. D'ailleurs, dis donc, les gars, les scientifiques, oh la vache! Ah, c'est des types, on sent qu'ils ont eu du mal avec les filles quand ils étaient plus jeunes. Ah, les mecs, ils ont des lunettes avec des verres en cul de bouteille comme ça. Ils ne voient rien, mais rien. Et donc, comme ils voient rien, eh ben, ils réfléchissent énormément. Oui, excusez-moi, on regarde le foot? Ah bah non, on voit rien. Bon bah tant pis, on réfléchit, c'est pas grave. Allez, Et donc, ces mecs-là, ils ont découvert, il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, un truc comme ça, ils ont découvert qu'on a tous dans le ventre, tenez-vous bien, environ 200 millions de neurones. C'est-à-dire que très clairement, il y a des gens qui ne les ont pas dans la tête. Hein. Tiens, 200 millions, tu te débrouilles, tu y vas où tu veux. Et figurez-vous que ces 200 millions de neurones échangent des informations avec notre cerveau et produisent 95% de la sérotonine. Alors, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, je ne sais pas bien ce que c'est, mais c'est hyper important. D'accord? Non, trêve de plaisanterie, c'est un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions. En gros, en fonction de ce qu'on a dans le ventre. Plus exactement, dans le gros intestin, pardon de vous parler de ça, eh bien, on arrive plus ou moins bien à gérer nos humeurs et nos émotions. C'est pas un truc de fou, ça, quand même? Ah, ils s'en foutent. Eh bien, ils s'en foutent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, en tout cas, depuis ce jour-là, pour la science, notre ventre, ça s'appelle notre deuxième cerveau. C'est bien pour la science.
D'accord? Parce qu'en Chine, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit tout simplement de notre premier cerveau. Mais c'est vrai qu'en Occident, dans le jargon de l'industrie agroalimentaire, eux, ils appellent ça tout simplement un caddie. Voilà. Leur slogan, c'est si ça rentre dans ton caddie, ça doit rentrer dans ton estomac. Et si ça rentre pas, bah, il faut appuyer un petit peu. Voilà, c'est tout. Petite anecdote pour appuyer ce que je viens de vous dire. Jeudi dernier, je passe devant un boui-boui le midi comme ça, et je vois qu'il y a une entrecôte en plat du jour. Et je me dis chouette. Je me dis chouette, je vais me faire une bonne entrecôte. Parce que j'aime bien me faire une bonne entrecôte le jeudi, parce que je sais que le vendredi, c'est poisson en général. Et moi, ce que j'aime bien dans l'entrecôte, c'est qu'il n'y a pas d'arête. Petite blague de CM2. J'aime bien me faire une bonne entrecôte, tu sais, une bonne entrecôte bien grillée, là, comme ça, avec des petits légumes, les petits brocolis, là, les petits haricots, comme ça, les petits salsifis, des frites. Et je vois que la viande vient, plus exactement provient, de Pologne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouh là 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 là! Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouh, aïe, 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 aïe! Mais pourquoi pas? Why not? Pourquoi non? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pourquoi aussi? Non, parce que bon, moi, je veux dire, j'habite à Paris. Bon, de temps en temps, je pars en week-end à la campagne, je fais 30 km et je me retrouve dans des petits villages. Il y a des champs avec des vaches et je ne peux pas m'empêcher de me dire, ah mince, pourquoi ils n'ont pas pris celle-ci, quoi? Bah non, mais parce que la Pologne, c'est loin, hein, il y a au moins 1500 km. Hein. Et puis ça caille, tout le monde parle polonais, enfin c'est chiant, vraiment, je veux dire, c'est chiant. Bon, alors après, peut-être que les mecs qui vont chercher les vaches sont comme les scientifiques, là, peut-être qu'ils ont des lunettes avec des verres en cul de bouteille. Ils voient rien, mais il n'y a pas de vache là, il n'y a pas de vache. Hein. Bon allez hop, on va en Pologne, on va en Pologne. Et donc ils sont arrivés à Athènes à cause des... Bon. Donc moi je me disais, mais pourquoi en Pologne? Pourquoi pas, je sais pas, en Italie, en Suisse, en Espagne, machin. Donc je me disais peut-être, je vais savoir, en Pologne, ils ont peut-être eu un truc qui fait que la viande est meilleure. Donc j'ai posé la question au restaurateur, au gars qui tient le restaurant. Et en fait, pas du tout, c'est juste parce que c'est moins cher, évidemment, hein, c'est toujours la même histoire. Et je ne comprends pas comment ça peut coûter moins cher d'aller chercher de la viande en Pologne. Parce que je vous dis, il y a au moins 1500 km. Pour que ça coûte moins cher, il faut que les vaches viennent à pied. Ou en autostop. Enfin bon, déjà, quand je vois des mecs qui font du stop à Porte de Saint-Cloud pour aller à Rouen, je les prends pas. Alors, des vaches qui viennent de Pologne, j'ai aucune envie de me faire 1500 km avec des vaches en train de parler polonais sur la banquette arrière, là. Na zdrowie! Non! Puis alors, le regard d'une vache, c'est pénible, hein, mais une vache polonaise, c'est un cauchemar. Hein. Bon, mettons, elles ont trouvé un billet pas trop cher sur IDTGV, elles viennent en 2e classe, j'ai vérifié. Au wagon-bar, il n'y a pas de bottes de foin, donc elles doivent manger le croque-monsieur dégueulasse avec un cookie Michel Augustin en dessert, peut-être, bon, ça change rien. Ce n'est pas une alimentation adaptée pour une vache. Eh ben, ça se ressent, la viande était nerveuse. Moi, j'ai mangé que les frites. Les haricots verts, hein, ça va. Bon, c'est comme cette histoire de ferme des 1000 vaches. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous savez, les vaches sont de moins en moins dans les prairies en France parce que les prairies sont réquisitionnées pour faire des ronds-points. Et donc, les vaches sont dans des espèces de hangars à vaches comme ça s'appelle la ferme des 1000 vaches. Donc chaque vache a un petit box qui fait la taille d'un toilette handicapé, plus ou moins. C'est du lino de chez Conforama qu'il y a par terre. Bon, elles n'ont jamais vu un brin d'herbe de leur vie. Elles mangent des céréales transgéniques, des chocopops, des trucs comme ça. Et elles se font traire par un appareil qui ressemble à un grille-pain, des tétines comme ça, qui fait toute la journée. Et donc elles produisent des quantités de lait astronomiques, bon, qui forcément, vu leur alimentation, est moins riche en calcium, moins riche en protéines, moins digeste que du lait normal qui contient des traces d'antibiotiques, parce que je chope des tas de saloperies, donc il est gaffe de médicaments. Mais eux, là-bas, leur argument, c'est de dire que c'est génial parce que c'est moins cher. Et je ne comprends pas ce raisonnement. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont peut-être besoin d'avoir une maison moins chère, une voiture moins chère, mais du lait.
Bah, je veux dire, une bouteille de lait de luxe. Le lait vraiment qu'on achète le dimanche sur les Champs-Élysées. Bon, ça coûte 2 €. Donc a priori, quelqu'un qui ne peut pas acheter un truc qui coûte 2 €, c'est quelqu'un qui ne peut rien acheter du tout. Il va pas sauter au plafond parce que le lait coûte 30 centimes de moins. Putain, regarde, quoi, le lait coûte que 14 centimes. Faites tes valises, on part en Maldives. Non, non, non. Alors après, je sais, vous allez me dire, mais attends, tu n'y connais rien, tu n'y connais rien, tu n'y connais rien, tu sais pas. Ça permet d'être plus compétitif sur les marchés et de relancer la croissance. Ah, est-ce que vous savez qu'on va relancer la croissance là? Vous êtes au courant ça? Ah oui, on va relancer la croissance là. Ouais, bah après les élections. Hein. Ah bah faut attendre jusqu'à dimanche prochain et puis lundi. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais c'est pas une histoire de. D'ailleurs, quel que soit le résultat, ça va repartir. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est un truc de mécanique en fait, si vous voulez. C'est en fait parce qu'il y a des ingénieurs qui sont en train de finaliser un moteur qui va être couplé évidemment à un gros élastique, comme ça, qu'on va devoir tous tirer. Alors il faudra jouer le jeu, il faudra tous tirer. On va tous tirer comme ça, et à un moment ils vont dire stop, et là on va lâcher l'élastique, et paf, ça va relancer la croissance comme ça. Ou nous péter à la gueule, ils savent pas. Il faut qu'ils fassent des tests. Et il faut faire des tests, évidemment. Et non, trêve de plaisanterie, on peut arrêter là, quand même avec cette histoire de croissance là maintenant. On arrête, voilà, c'est bon, ça nous a fait un moment. Enfin, ça commence à se voir là maintenant, non? Bah, je veux dire, ça se voit que là, bon, visiblement, la croissance, visiblement, je veux dire, elle ne veut pas repartir. Bon, bah, il faut la laisser, elle n'a pas envie, voilà. Elle a mal aux pieds, il faut la comprendre. Allez, vas-y, non, elle a mal aux pieds. Hein. Et puis, c'est une femme, quand elle dit non, c'est non. Non, mais attention, oh là, attendez, moi je suis pas contre, hein, je suis ravi si ça repart. C'est juste que je comprends pas bien comment ça pourrait. Non, parce que je vois, moi, je suis pas quelqu'un d'immensément riche, famille immigrée du côté de mon père. Du coup, on n'a pas trop de thunes, quoi. Il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas de machin. Bon, moi, j'essaye de faire mes trucs. Je suis pas riche, je suis pas à plaindre non plus. Hein, mais enfin, bon, voilà, j'ai acheté un 3 pièces en banlieue, je me suis endetté sur 25 ans. J'ai une bagnole d'occasion, ça me suffit. J'ai trop de fringues. J'ai trop de fringues, je les mets pas toutes, je les mets jamais. J'ai besoin d'une armoire à la limite, quoi. Mais... Même quand j'ai pas de thunes, les années où j'ai pas de thunes, je sais pas, je me démerde, je pars à droite à gauche en vacances, enfin je sais pas. J'ai un smartphone, voilà, mais Là, par exemple, je vois à midi, j'ai mangé 6 huîtres, j'ai pris 2 fois du poulet, j'aurais un petit 200 grammes de patates, une mousse au chocolat et bon, j'ai bu 2 verres de vin. Bon, bah c'est quoi le projet avec la croissance? Faut que j'avale une bourriche d'huîtres tous les midis? Faut que je bouffe 3 poulets par jour? Faut que je me saoule la gueule avec 5 litres de pif? Je veux dire, est-ce qu'on peut arrêter 2 minutes avec cette obsession de produire et consommer toujours davantage? On est un des pays qui consomme le plus de médicaments au monde. C'est pas assez, il faut en consommer 2 fois plus. C'est ça le problème, on est trop en bonne santé? Oh bon sang, ça fait du bien de s'indigner! Oh la vache, j'ai l'impression d'être un journaliste de Libération, c'est bizarre. Ça doit être des restes de France Inter, on va faire une petite pause. Ouh, comment? Quoi? Ah, qui c'est qui a dit il est bien gaulé? Il y a quelqu'un qui a dit il est bien gaulé, j'ai entendu. Non? Non? Parce que l'autre jour, dans la rue, là, j'ai entendu quelqu'un. Waouh, il est bien gaulé et tout. Bon, il parlait pas de moi, mais enfin. Ah, mais j'ai entendu, hein, on l'a dit. Trêve de plaisanterie. J'espère que je vous ai pas choqué quand même avec ce discours qui est quand même un petit peu militant. Hein. Enfin, militant, mi-raisin. Ah bah j'ai des auteurs, hein, j'écris pas tout seul. Non, surtout j'espère que je vous ai pas choqué quand je vous ai parlé de ma volonté de devenir chef d'entreprise, parce que ça je sais que c'est pas très bien vu. En France, on n'aime pas trop hein, les patrons, tout ça. Vous vous souvenez pas l'an dernier, les mecs chez Air France là, bah, ils ont des chemises de très mauvaise qualité là-bas.
Bah les gens disent ouais chez H&M c'est pas solide, ouais, chez Air France laisse tomber. Hein. J'espère que c'est pas pareil avec les avions parce que. Mais je vois même chez les jeunes, parce que moi j'ai un ami qui est jeune. Les jeunes ont beaucoup plus souvent un poster de Zlatan Ibrahimovic que de Vincent Bolloré. Hein. Aucun ado n'a envie de se faire tatouer sur le bras, être actionnaire majoritaire ou mourir. Hein. Ça n'intéresse personne. Hein. À part des jeunes des Républicains peut-être, ou des enfants de communistes pour se révolter contre leurs parents, mais c'est très marginal, c'est très marginal. Alors je suis désolé, mais c'est hyper important d'avoir des grands chefs d'entreprise dans un pays. Et des petits aussi. Hein. Prenez Carlos Ghosn, il doit faire 1m57, pas plus. Carlos Ghosn, c'est le patron de Renault, et de Nissan, et de Dacia, et de Infiniti aussi, et de Lada, et de Mitsubishi. En fait, il a une sextuple casquette. Alors bon, ça fait beaucoup de boulot, mais c'est très pratique parce qu'il y a des visières partout comme ça. Et du coup, il est à l'ombre toute l'année. Carlos Ghosn. Ah ouais, l'hiver, l'été, pas de problème, le matin, le soir, le soleil change de position, Carlos Ghosn est à l'ombre. C'est un des plus grands patrons français, bon, et un des plus petits aussi. Il est il n'est pas français, en réalité, il est franco-libano-brésilien. Hein, franco-libano-brésilien. Et non pas franco-libano-brésiliano, hein, qui est plus logique, si vous voulez, d'un point de vue de la rime. Ah, mais qui fait pas du tout sérieux pour un chef d'entreprise. Pas dans l'automobile, en tout cas dans la restauration rapide. Bon, éventuellement, je veux dire, quelqu'un qui vend des panini ou des tacos. Bon, je veux dire, s'il veut être franco-libano-brésiliano, bon bah voilà. Mais pas dans l'automobile, quand même. Bon, et ben tout ça, ça fait de lui le patron franco, le mieux payé. Le patron libano, le mieux payé. Le patron brésilien, le mieux payé. Et je ne suis pas là pour faire de la délation. Mais je vais le faire quand même. Il est premier. Premier, hein. Au classement par salaire, dans la catégorie des patrons de moins de 1m58, mais il est tout seul. Mais c'est lui qui a le plus grand coefficient taille-salaire. Ça monte tout droit. C'est même pas une courbe, ça va tout droit comme ça. Mark Zuckerberg. Tout le monde connaît le patron de Facebook, le célèbre jeu vidéo. Mais si, avec le plombier là. Qu'est-ce qu'il raconte? Zuckerberg, le mec vaut 28 milliards de dollars. D'accord? Parce que quand c'est 28 milliards, en général, c'est des dollars. Hein, c'est rarement 28 milliards de cailloux. Le mec vaut 28 milliards de dollars, parce qu'on a tous un prix, hein, depuis les 30 Glorieuses. On n'a pas une étiquette, mais on a chacun, on a tous un. Vous aussi, hein, d'ailleurs, vous avez un. Vous valez pas 28 milliards, faut vous calmer tout de suite. Hein. Ah bah non, vous valez moins, hein, ça c'est. Je sais plus, on a fait une étude, c'était combien? Ouais, voilà, c'est 30 ou 40 balles. Si, vous pouvez avoir 200 balles si vous mettez un rang sur Groupon, mais ça n'ira pas plus loin. Mais Zuckerberg, lui, c'est 28 milliards. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez acheter Mark Zuckerberg. Il faut un livret A, hein, je ne vous cache pas. Mais non, pas du tout. En fait, c'est parce que son entreprise, Facebook donc, elle est estimée à 100 milliards de dollars par l'association qui s'occupe d'estimer les trucs. Et donc, comme lui possède 28,4% de l'entreprise, bon, ben 28,4% de 100 milliards, ça fait à peu près 28 milliards. Ça fait même très exactement 28,4 milliards. Bon, enfin, c'est vrai qu'on n'est pas à 400 millions près. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me tracasse. Je me dis, mais attends, comment quelque chose qu'on utilise tous gratuitement peut valoir 100 milliards de dollars? Il y a forcément un moment où quelqu'un nous la met super profond. Hein, 100 milliards, c'est très profond. C'est pas sur le thermomètre. Hein, bon, et en fait, c'est pas un secret, hein, c'est parce qu'évidemment c'est gratuit, mais ils enregistrent tout ce qu'on tape, ils ont des profils super détaillés de nous-mêmes, ils en savent beaucoup plus sur nous que nous, et ils revendent tout ça, ils ont un fichier, ils disent voilà, un fichier de 400 000 personnes qui chose du 43, qui bouffe du poulet le lundi, qui va à la piscine le samedi, et voilà. Et ça, c'est le nouvel or noir. Pourquoi pas? Mais quand même, je sais pas, 100 milliards, c'est un blog, quoi, tu mets une photo de ton chien, ce que tu as bouffé à midi. En fait, si vous voulez, j'essaie de faire la comparaison avec nos hommes politiques. Droite-gauche! C'est pas la question. On les aime pas, je suis désolé, c'est pas des crétins. Eh ben non, c'est pas des crétins. Ben Hollande, tout le monde se fout de sa gueule. Le mec a fait Sciences Po, HEC, l'ENA. D'accord? Ce mec est allé à l'école jusqu'à au moins 45 ans.
Eh bah oui, c'est pour ça qu'il a rien fait pendant le quinquennat. Il avait pas le temps. Eh François, le cheval, ouais mais j'ai du français là. Mais où est donc Cornicard Il pouvait pas. Et puis vous voyez pas, ils se donnent beaucoup plus de mal qu'on ne le pense les mecs. Ils sont tout le temps en réunion les gars. Ils sont tout le temps en réunion, toujours dans l'Est en plus. À Strasbourg, à Bruxelles, faut aller à la gare du Nord, prendre le Thalys, c'est chiant. C'est des réunions à 28 avec des Hollandais, pour la crise en plus. Hein. Ah ouais, c'est pour là, ils vont là-bas, c'est à cause de... Parce que c'est que c'est la crise là. C'est chiant ça, la crise aussi là. Ah putain, ça fait un moment que ça dure ça, la crise. Hein. C'est à cause de la guerre ça. Ah ouais, parce que quand il y a eu la guerre avec les Allemands, les mecs ils sont arrivés, ah Hitler, ah connard, ah. Bon, à un moment ils ont dessoulé, ils ont dit, ah excusez-nous. C'est Klaus. La fête de la pierre à Munich, hein, vous connaissez. On poids beaucoup, mais après on fait des conneries. Ça bousser de la choucroute. Bon, en fait, quand la guerre s'est terminée, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que bon. Et du coup, c'est la crise. Et donc, ils vont là-bas. Je vous la fais courte. Hein. Et quand ils sont là-bas, à Bruxelles, dans la salle de réunion, en fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions pour réduire les déficits, harmoniser la fiscalité, en se fixant des objectifs raisonnables. Raisonnables, ça veut dire qu'ils essayent de réduire les déficits de 0,3% à l'horizon 2068. Et ils ont un petit truc à eux. Ça, évidemment, ils ne nous le disent pas. Hein, c'est leur petit truc, c'est les trucs qu'on apprend à Sciences Po, à l'ENA, tout ça. Ils ont un petit truc à eux qui fait que ça ne marche jamais. Ah, c'est ce qu'on appelle la French Touch. Alors, Zuckerberg, lui, c'est pas du tout la même méthode. D'abord, il n'est pas dans l'Est, Los Angeles, pas le même climat du tout. Là-bas, il fait vachement plus chaud, donc lui, il se prend pas la tête. Claquette de piscine, short, t-shirt. Pas de réunion à 28, il est tout seul, il a raté l'école, il est au bord d'une piscine, il a un MacBook sur les genoux. Et il dit, ouais, moi, je vais faire un truc, les gens vont pouvoir mettre une photo comme ça. Bing, 100 milliards. En face, 28 énarques. Courbe de déficit, calculatrice, tableur Excel, conseiller économique, pas deux qui parlent la même langue. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit le Hollandais? Grut, et ils comprennent pas. Ils ont une traductrice normalement, mais ce jour-là, ces gamins ont la chiasse, donc elle n'est pas venue. Et c'est un stagiaire qui fait la traduction, il est sympa, mais il a un appareil dentaire, on comprend rien de ce qu'il raconte. Ici, c'est long, c'est très long. Pendant ce temps-là, l'autre, il est là-bas, il dit, ouais, je vais prendre un Coca-Cola. Quand tu verras un truc que t'aimes bien, tu pourras mettre un pouce comme ça. Bing, 100 milliards. Les autres sont là, ils ont mal au dos. Ils ont mal au dos, parce qu'ils peuvent plus aller au Sofitel à cause de l'autre con qui les a grillés, là. Donc du coup, il y en a un de la bande qui a trouvé un hôtel Ibis sur booking.com. C'est en périphérie de Bruxelles, la literie est pas géniale, il y a eu des bouchons pour aller jusqu'au truc, donc ils sont de mauvaise humeur, ils font des plans de rigueur, du coup tout le monde manifeste. L'autre pendant ce temps-là, il dit « Ah, quand tu verras quelqu'un que tu aimes bien, tu pourras demander s'il va être ton ami. » Et lui pourra dire « Oui !» ou « Non !» Bim, 100 milliards. Pas 1 milliard, pas 10 milliards, pas 50 milliards. 100 milliards! C'est-à-dire les mecs en face, ils sont dégoûtés. L'autre, il a 20 ans, il est en short, tout seul, à Los Angeles. Eux, ils sont 28, ils ont fait des études jusqu'à 45 ans. Ils sont à Bruxelles. L'autre, il a un MacBook, ils ont des PC, ça met 3 heures à démarrer. Puis ils arrivent le matin, à 9 h, ils appuient sur le bouton, ils commencent de bosser vers 11 h 30 à peu près. Puis alors, quand ils arrivent à se mettre d'accord sur un truc, donc ça, c'est les années bissextiles en général, il faut faire 28 photocopies, la photocopieuse est tout au fond du couloir, il y a toujours un bourrage de papier, il faut changer une cartouche, il y a un message d'erreur, mais le mec de la maintenance est sorti fumer une clope, puisqu'on l'a, il a oublié son badge, il peut pas remonter dans l'ascenseur. Puis ils se font chier là-bas à Bruxelles parce qu'il n'y a que des mecs. Il n'y a pas une gonzesse. Enfin, il y a une gonzesse, mais c'est Angela Merkel. Ils bouffent des frites toute la journée, donc ils ont des brûlures d'estomac, ils sont constipés, ils lâchent des caisses, ça pue. Puis ça caille à Bruxelles, il pleut, il y a du vent, donc ils s'enrhument, ils ont le nez qui coule, ils ont les conjonctivites, puis ils font pas de sport, ils sont assis toute la journée, ils ont des gros bites comme ça qui sortent, ils ont des gouettes.
Ils ont des cernes, de la couperon, ils perdent leurs cheveux, ils sont pas beaux. Et puis ça ne marche pas, leur truc. Et tout le monde leur dit, hein, les gars, ça marche pas du tout, là. Et eux, ils disent, ouais, non, mais ça va s'arranger, là, vous inquiétez pas. On a fait sortir l'Angleterre, on va faire rentrer la Moldavie, ça va. C'est bien, c'est une bonne idée, ça. Ça valait le coup d'être 28, hein. Bon, attention, c'est ma vision des choses, hein. C'est peut-être très éloigné de la réalité. Je nous le souhaite. Mais je sais que c'est très agréable pour vous parce que ça joue beaucoup sur l'imaginaire. Parce qu'on voit bien la vieille Europe ici, le continent américain qui est en face, et au milieu, l'océan, avec le mouvement des marées. Profitez bien de cet instant qui dure 27 minutes et qui a été chorégraphié par Marie-Claude Pietragala. Hop. Enfin, Pietragala, j'en sais rien, mais il a été chorégraphié par Marie-Claude. J'imagine que ça doit être Marie-Claude Pietragala. Mais je passe pas qu'il y ait une deuxième personne qui s'appelle Marie-Claude dans ce pays. Je veux dire, on est quand même en 2017. Et à un moment, il faut arrêter d'appeler les gens Marie-Claude maintenant. Hop, hop. Je me fais chier à écrire des textes. Sinon, c'est comme un con, puis voilà. Le mouvement des marées qui dépend de... Qui a dit Marie-Claude? Bah oui, le mouvement des marées qui dépend de la Lune. Il dépend pas de l'Union européenne, hein, c'est pas... Non, ça dépend de la Lune. Je vais chercher un poumon, je reviens. Mouvement des marées. Le mouvement des marées qui dépend de la Lune. C'est comme ça, c'est la Lune qui peut déplacer l'océan. C'est de l'ordre de sa capacité, de son... Voilà, c'est comme ça, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale et la Lune peut déplacer l'océan. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'agriculture biodynamique, qui est un genre d'agriculture biologique, mais plus exigeante, qui ne se contente pas du label, eh bien, on tient compte des cycles de Lune pour planter, semer, arroser, récolter, parce que ces gens savent que si la Lune peut faire bouger un océan, elle peut aussi avoir une petite influence sur 2-3 autres trucs, comme par exemple l'agriculture, nos humeurs. D'ailleurs, à ce compte, on peut se demander aussi si elle ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je ne sais plus si c'était un soir de pleine lune ou pas, mais l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir après le spectacle qui n'était pas content. Et il n'était pas content, il m'a dit « c'est pas drôle, vous n'êtes pas drôle, c'est pas drôle, machin ». Alors, je lui ai dit « bon bah, je m'en fous ». Enfin, je ne m'en fous pas. Enfin, il n'a pas aimé, c'est subjectif, j'y peux rien. Bon, voilà. Mais surtout, il m'accuse, direct. Il me dit « vous êtes raciste », tout de suite. Il me dit « vous êtes raciste, vous attaquez les Chinois, le tilapia, vous dites que c'est en Chine, les salons de massage, on a très bien compris que vous visiez les Asiatiques. Stop ! Je ne visais pas les Asiatiques, d'accord? J'ai vu un reportage sur un élevage de poissons. Il se trouve que ça se passe en Chine. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bon, un autre jour, avec un copain, on marchait dans Paris, on cherchait une boulangerie. On a un peu de mal à en trouver une et au bout de 20 minutes, on a déjà croisé au moins 3 salons de massage. Et souvent, c'est des Asiatiques. Bon, enfin, ça doit être une coïncidence. Mais je n'ai rien contre les Asiatiques. C'est au moment où il m'a dit ça, je me suis dit... Ah oui, tiens, il y a 2 moments dans le spectacle où peut-être il faut en enlever un. Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu la flemme de réécrire, mais... Non, mais en plus, parce que moi, j'aime pas les humoristes qui font des blagues sur des communautés, des machins. Je trouve c'est ringard et tout, donc ça m'a foutu le moral à zéro. Quand il m'a dit ça, j'étais pas bien. Je suis resté chez moi pendant 10 jours, j'avais mal au bide. Je me suis dit, mais attends, mais ça se trouve, t'es devenu raciste.
T'es même pas au courant? Donc bon, finalement, j'ai décidé d'écrire un sketch sur les insectes. Parce que je vous le dis, hein, autant j'ai rien contre les Chinois, autant je déteste les insectes. Et j'espère qu'il n'y en a pas un qui va venir me faire chier à la fin du spectacle. Là. Parce qu'en plus, là, ça fait 4 ou 5 ans, je pars en vacances dans un bled là, dans le sud, une espèce de bestiole énorme, horrible. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Donc je suis allé voir sur Internet, j'ai trouvé des tas d'articles qui parlent de la prolifération très inquiétante du frelon asiatique. Alors le frelon asiatique… c'est une bestiole qui vient de Chine, j'y peux rien. Qui serait arrivée, soi-disant, par accident, il y a une dizaine d'années, dans des trains qui transportaient de la poterie. Bon, il paraît, hein, moi j'ai jamais vu un frelon faire de la poterie comme ça, mais enfin, bref. Le train est arrivé, ils ont déchargé les cartons et la reine s'est sauvée, apparemment ils se reproduisent hyper vite, alors je sais pas vous, mais déjà moi, un frelon français, j'aime pas ça. Mais là, sans déconner, hein, un frelon asiatique, c'est gros comme mon doigt, ils ont pas un dard, ils ont une péridurale directement. Moi j'ai un copain qui a roulé dessus en bagnole, il est obligé de changer une roue tout de suite. En plus de ça, ils rachètent tous les bureaux de tabac, ils ouvrent des salons de massage, ils conduisent les taxis. Alors, il paraît que la piqûre n'est pas plus dangereuse que celle d'une guêpe. Enfin, moi, j'ai quand même entendu des trucs comme quoi des gens qui se sont fait piquer sont devenus chinois par la suite. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Jean-Vincent Placé, Europe Écologie Les Verts. Mais il paraît qu'il ressemblait à David Beckham avant. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, mais… Et alors moi, ce qui me fait flipper, surtout avec ces bestioles, c'est qu'elles bouffent des abeilles. Ils bouffent des abeilles. C'est qu'on a un gros problème avec les abeilles, parce qu'il n'en reste plus que 4. Et ben eux, nous le matin, on mange une biscotte, eux, ils bouffent une abeille. Voilà. Et alors, un frelon asiatique, un seul, hein, une fois qu'il est adulte, il peut aller au casino, passer son permis, toutes ces choses-là, bien sûr, mais il peut surtout manger un melon entier. La dernière fois que j'ai mangé du melon, j'ai dû manger la moitié d'un. Je fais 1m90, 86 kg. Ça vous donne une idée de la sauvagerie du bordel. Donc attention, si vous allez chez le primeur, vous voyez une grosse bestiole avec des rayures noires et un panier en osier, ben c'est un frelon asiatique. Mais surtout, faites très attention à la campagne. Si vous voyez dans un arbre une espèce de grosse boule qui se termine en ovale comme ça, parce que ça peut être un nid. Alors là, il ne faut pas vous approcher à moins de 5 mètres. Sans ça, ils se sentent menacés et sortent tous, ils vous défoncent. Ben, c'est pas des conneries, il y a des gens qui sont morts dans le sud parce qu'ils faisaient leur jardin, ils faisaient pas gaffe. Tout d'un coup, ils tombent sur un nid, 3 piqûres, terminé. De la mouche qui sort par la bouche, un bras qui tombe. Danse la Macarena 3 secondes et boum, c'est fini. À tel point qu'il y a des mairies qui ont investi dans des drones parce que les pompiers ne veulent plus y aller. Ils veulent bien aller à la Courneuve à la limite, mais ils ne vont pas au frelon. Donc ils envoient un drone comme ça, le drone injecte un produit dans le nid et ça les tue. Ça leur donne la diarrhée, je ne sais plus ce que c'est. Bon. Sauf que technologie, ça coûte cher, donc les villes qui ont moins d'argent, elles ont créé des genres d'emplois jeunes. Donc en gros, ils chopent les mecs qui traînent dans les bistrots, ils leur payent une bière ou 12 et ils leur filent un taser. Et les mecs déambulent en ville et quand ils voient une mouche, ils sont là, vas-y Micha, tire. Pouf, c'est bon, je l'ai eu. Ah non, c'est le chat de Madame Martin. Bon allez, viens, on va voir le match, t'as. Le match? Ouais, le match, t'as. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il sort de scène comme ça? Excusez-moi, j'ai soif. C'est de l'eau bio. Hein. Ah bah, ça désaltère beaucoup plus que de l'eau pas bio. Hein. Une gorgée d'eau bio comme ça, c'est l'équivalent d'1,5 litre d'eau du robinet. Si je bois la bouteille, après je pisse pendant 15 jours. Je suis désolé, hein, avant, j'avais pas besoin de boire pendant le spectacle, j'arrivais à tout faire d'un coup sans m'arrêter, mais là, c'était vachement plus physique en plus. Hein. Je faisais une galipette, la roue en sortant, le grand écart pendant au moins 40 minutes. Alors un seul pied en plus, hein, c'est ça qui était difficile. Mais là, je peux plus du tout, hein. Je peux plus du tout à cause de l'âge. Hein. C'est sympa, vous êtes sympa. Mais je sais que ça se voit. Bah si, je le sais. Hein. Sur l'affiche, là, les poils blancs dans la barbe et tout. Et puis bon, je veux dire, on va pas se mentir. Hein. J'ai une adresse Wanadu, hein, donc bon, bah voilà. C'est pour ça, je suis obligé de faire hyper attention, tout ce que je mange, tout ce que je bois. Parce qu'en plus, là, si vous voulez, je fais attention aujourd'hui, parce que je sens que la roue tourne. Mais quand j'avais 20 piges, je me suis bousillé la santé, moi. Alors là, s'il y a des jeunes, c'est vraiment
L'archétype de l'exemple à ne pas suivre, c'est vraiment moi. Quand on était une bande de voyous, tous les soirs dehors, jamais couché avant des 23 heures. Le samedi, des minuit, minuit et demi. Un coup pour le jour de l'an, on s'est couché à 1h du matin. Et puis alors, une hygiène de vie. Qu'est-ce que tu prends, un panaché, toi? Des apéros de 15-20 minutes. C'était le rock'n'roll, hein. On vivait à 400 à l'heure. On s'en foutait. Et le pire, c'était Hervé. Hervé, c'était un pote à moi. C'était un peu le chef de la bande. Hervé, c'était un dingue, mais c'était un dingue, quoi. Bon, c'était un scout, hein, de toute façon. Un jour, il déboule en patin à roulette, comme ça. Il enlève son casque et ses genouillères. Il dit, ouais, les gars, il y a mon cousin qui fête son anniv. Anniv, ça veut dire anniversaire chez les voyous. Il dit, on y va. Bon, on était déjà sortis il y a 15 jours. Du coup, Hervé, là. En plus, il est déjà 8h30, on n'a pas mangé. C'est un coup bouffé à 9h. Je dis, là, on va mal digérer, on va faire des cauchemars. L'autre, il dit, on s'en fout, on n'a qu'une vie. Le malade, quoi. Du coup, boum, on part à l'anniversaire. On arrive là-bas, il était 10h15, forcément. On rentre dans le truc, Hervé dit, bon, on va fumer un pétard. Je dis, non, mais t'es dingue, ça va nous péter à la gueule. Il me regarde avec son air supérieur, comme ça, il me dit, je vois un broutilles, de la drogue, pas comme la dernière fois, parce que je m'étais trompé un coup. Putain, il allume un pétard, comme ça, il tire à latte, overdose direct. Hein. Oh, tout blanc, tout blanc. Obligé d'appeler le SAMU. Les mecs qui arrivent dans l'appart, c'était Woodstock. Ah, peut-être pas Woodstock, mais Solidays. Il y avait au moins 4 ou 5 canettes de bière sur la table. Il y en avait une qui était déjà entamée. Des chips. Poster des Red Hot Chili Peppers. Enfin, nos futurs, quoi. Ils arrivent, ils voient Hervé à genoux comme ça, il faut « Oh les gamins, faut pas fumer la moquette, moi !»« Non monsieur, il a une gastro !» Bon bah attends. Bon, il avait vraiment une gastro, mais moi je savais pas. Et puis alors avec les gonzesses, un jour avec une brune, l'année d'après, on était des malades du cul. Je crois que c'est en 99, j'ai failli baiser 2 fois. En 98, c'est la Coupe du Monde. 99, non, je vous dis des bêtises, pardon. 99, une fois. Ouais, parce que la deuxième fois, c'était dans un rêve. Non, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'en fait, dans les rêves, c'est vachement bien fait. Donc parfois, j'avoue que j'ai tendance un peu à... C'est pareil, je me souviens jamais si j'ai vraiment repeint la Tour Eiffel. En tout cas, heureusement que je me suis calmé, parce que parti comme c'était parti, honnêtement, j'aurais fini par me faire un tatouage ou un truc comme ça. Ah bah, j'ai un copain qui en a fait un. C'était une vraie tête brûlée, hein. L'autre, on a essayé de le retenir, fais pas ça, tu vas le regretter. Je m'en fous, lâchez-moi. Il a fait un chat, là, comme ça. Alors, il voulait faire un tigre, mais ça a foiré. Heureusement que c'était du crayon de papier, parce que putain... Oh, zut! Zut! Excusez-moi. Pardon, on peut la... Pardon, excusez-moi. Je suis désolé, j'ai oublié un truc, pardon. C'est pas grave, on recoupera ça au montage, je suis désolé, je vais juste reprendre parce que on fait un DVD, donc on a changé des trucs au dernier moment et là je suis désolé, je suis stressé, j'ai eu un trou de mémoire, c'est n'importe quoi. Donc il faut que je reprenne, qu'est-ce que c'est? Pardon, je suis désolé. Voilà, c'est ça. Oui. Donc alors si vous voulez, ce qui est chiant, c'est que j'aurais dû vous le dire avant et ce qui vient après n'aura plus le même sens si bon, c'est pas grave. Donc j'ai oublié de vous dire... Attention, alors attention. Je vous dis que j'ai oublié de vous dire un truc. C'est prévu. On est bien d'accord, j'ai pas eu un trou de mémoire là. Non, c'est prévu que je fasse... Ah zut, tout ça, coupe, machin, tout ça, là, tout ce que vous venez de voir là, tout ça c'est écrit. D'accord? D'ailleurs, quand je vous dis que c'est écrit, ça aussi c'est écrit. Ah oui, non, il n'y a aucune improvisation pendant ce spectacle, sauf là. Quand je vous dis il n'y a aucune improvisation, oui, ça c'est improvisé, mais comme le fait que je vous dise que c'est improvisé, ça aussi c'est écrit. Finalement, je ne sais pas si c'est clair. Bon, écoutez, en tout cas, je suis ravi parce que le spectacle est bientôt fini. Et
arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de sonnerie de téléphone ce soir. Ça n'a pas sonné? Mais ça, c'est formidable, ça veut dire que vous êtes des gens bien élevés. C'est extrêmement rare, c'est extrêmement rare. Ça se fait plus du tout, il doit y avoir de la province, je pense, ce soir. Non mais c'est vrai, ça se fait plus quoi. Ça veut dire que ouais, vous êtes bien élevé, vous n'avez pas d'amis, j'en sais rien, mais c'est... Non mais comme ça, je dirais que vous êtes bien élevé. Je vous assure, c'est extrêmement rare. L'autre jour, je suis allé voir Phèdre à la Comédie Française. Bon, je sais pas, je me dis quand même, Comédie Française, Phèdre, quand même un minimum de respect à... Non, il y a un téléphone qui a sonné. Sonnerie dégueulasse hein, en plus. Hein. Marimba, je sais pas quoi. Ah. Scène 2 de l'acte 4 en plus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Phèdre, c'est le moment où Jean-Claude Duss est coincé dans le télésiège. Et le mec décroche, hein, en plus. Pendant le spectacle, hein, quitte main libre et tout. Allô? Hey, mon gros totof, ça mousse? Non, tu me déranges pas, je suis au théâtre là. Ah? Oh, laisse tomber, c'est chiant, c'est tout un alexandrin. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Pour le barbecue, là, tu prends de la viande bio, hein. Mais si c'est écrit bio, bah, c'est que c'est bio, voilà. Écoute, je te dis que si tu prends en compte le vieillissement de la population, ne quitte pas, il faut que je balance ma réplique. Ah, le voici, grand Dieu! Et les difficultés pour financer les retraites, eh bien finalement, c'est une bonne nouvelle. Bon, le réalisateur vient de m'indiquer qu'en fait, ils avaient oublié d'allumer les caméras. Donc, on va la refaire. Non, merci beaucoup d'être venu ce soir. Je sais pas si on vous l'a dit, mais en même temps, j'imagine que vous êtes probablement déjà au courant. Je suis également connu sous le nom de roi de l'absurde. Non, ça vous dit rien? Ah oui, non, oui, si je vous le dis comme ça, peut-être que... Oui, il faut que je précise, je suis connu sous le nom de roi de l'absurde dans un bar au Cap Ferret. C'est vrai qu'à Paris, bon, c'est un petit peu géolocalisé pour l'instant comme surnom. Parce que quand on est humoriste, on a forcément un petit surnom comme ça. J'ai aussi un ami qui est le prince du stand-up dans un kebab à Saint-Ouen. Mais il ne faut pas trop s'attacher à ce genre de petits surnoms de toute façon parce que ça peut être très vite repris et déformé. Par exemple, si un journaliste de Télérama écrit que vous êtes, mettons, le fils spirituel de Pierre Desproges, sur France Bleu Roussillon, ça peut très vite devenir le cousin à Guy Bedos. En tout cas, dans mon métier, quand on est le fils spirituel de quelqu'un d'autre, c'est très souvent de Pierre Desproges. C'est plus rare d'être le fils spirituel de Patrick Sébastien. C'est pas moi, hein, c'est des journalistes qui écrivent ça. Vous savez, ils viennent au spectacle, ils font un article, ils mettent un titre comme ça, roi de l'absurde, prince du stand-up. Ou alors c'est des spectateurs maintenant qui laissent des commentaires aussi sur des sites internet. Mais c'est bizarre parce que moi j'ai l'habitude là de lire tous ces machins et je sais que quand c'est des journalistes, ils aiment bien utiliser un champ lexical composé des mots irrévérence, politiquement incorrect et décapant qu'on retrouve aussi dans le champ lexical de Castorama. D'ailleurs, attention, hein, si vous lisez des critiques sur un artiste et que vous voyez marqué « idéal pour éliminer peinture, vernis, école », bon, vérifiez l'URL du site. Alors que quand c'est des spectateurs, eux, ils vont préférer un vocabulaire avec des mots comme pestacle, zygomatique et humoriste. Je ne sais pas pourquoi, mais ils prennent beaucoup plus de liberté au niveau des règles de ponctuation. Et ils utilisent très souvent un pseudo. Hein, donc ça peut donner dans son nouveau pestacle, l'humoriste, mais nos zygomatiques à rude épreuve, 3 points d'exclamation, 2 points, fermez la parenthèse, signé Kiki et Jeannette. Et là, bon, bah, on sait que c'est pas un gars du Figaro.
Mais je crois que ça devait être il y a 2 ans, où j'étais dans un bar dans le sud-ouest, j'étais en train de boire un verre, enfin plus exactement, j'étais en train de boire le contenu d'un verre. Ah, c'est donc une métonymie à ne pas confondre avec une synecdoque. Il y avait quelques locaux et puis aussi, pas des touristes, là, mais comment ça s'appelle les un peu grassouilles, la tour rouge qui transpirent tout le temps, des Anglais, voilà, c'est ça. Et je vois que le mec du bar, alors là-bas dans le sud-ouest, ils sont costauds, ils font tous du rugby, il commence à me regarder bizarrement, il fait « Oh! Excuse-moi, champion! C'est toi le roi de l'absurde !» Avec tous les gens du bar qui se retournent comme ça, ils vont « C'est qui? C'est qui? Je sais pas! Ah bon? Ouais! Bon, bah on reprend des bulots !» Bon, moi je vous ai dit, je suis quelqu'un de plutôt timide. Là en plus c'était les vacances, j'étais en maillot de bain, ça n'arrange rien. Donc j'ai voulu quitter le bar discrètement comme ça, mais alors je savais pas, visiblement il y a une coutume là-bas, parce que le gros costaud là qui était derrière le comptoir m'a mis une petite tape derrière la tête comme ça. Et me dit « Oh, tu vas pas faire la gonzesse, ce fils, tu bois au moins de moresque !» Et moi je n'aime pas du tout la moresque, et puis surtout je suis allergique à l'anis. Mais comme il me faisait peur, j'en ai pris 2. Voilà, ce spectacle est maintenant terminé. Je vous remercie d'être venu ce soir. Et n'oubliez pas ce que dit le proverbe, chassez le naturel, il revient au galop. Merci beaucoup.